Ça, c'est votre premier livre, Album définissant. Oui, en 2004. C'est 3 livres qui sont écrits à peu près de la même façon. Hein? Oui, tout à fait de la même manière. Qui est toujours la même. Celui-ci porte plus sur l'école secondaire. Oui, j'avais un paquet de souvenirs d'école secondaire à me débarrasser. Puis je les ai mis tous dans mon livre. Puis après ça, je me souvenais plus. Je me souviens presque plus de mon secondaire. J'ai tout mis ça là-dedans. Donc, c'est une façon de se débarrasser de l'époque. J'ai une tête trop petite pour tout ce que j'ai vécu. J'ai vécu peu de choses, mais j'ai mis dans mes livres à mesure. Puis après ça, puis vous me disiez tout à l'heure que c'est un livre qui est lu dans les écoles secondaires. Il y a des profs qui font lire ça. Ouais, je fais des ateliers depuis 2 ans, puis ça marche super bien. Contre toute attente, c'est pas du tout un livre jeunesse. Il n'y a pas de ponctuation, il n'y a pas de personnage, il n'y a pas d'intrigue. Il se passe absolument rien. Et puis, j'ai trouvé le moyen de me placer dans les écoles, puis j'en parle, puis tout ça est tout à fait cohérent. Personne ne trouve que c'est un livre bizarre. Non, c'est vrai que c'est vrai qu'il n'y a pas de ponctuation, il y a pas de, mais c'est des fragments quand même. Hein? Donc, il y a des sections, des paragraphes avec des titres à chaque fois. Il n'y a pas de début, pas de fin. On peut lire n'importe où. Il n'y a pas de début, pas de fin quand on est dans une classe. Dans une classe, il ne se passe rien. Tout le monde est assis, puis on est dans notre tête. Puis ce livre-là, c'est comme une radiographie de tout ce qui peut se passer dans la tête de 50, 60, 30 personnes pendant une période de cours de maths, de français ou de chimie. Oui, c'est aussi un peu tragique comme livre. Hein? C'est pas juste l'adolescence, le fun et gentil. C'est aussi une critique un peu de l'école. Ben oui, une classe, c'est tellement étrange parce que tu passes ta vie à l'extérieur de la classe à vivre toutes sortes de choses intenses. Et puis là, tu te retrouves dans un cours de maths où tu es confronté au plus petit commun multiple puis au plus grand commun diviseur alors que tu voudrais réfléchir à ce que tu es en train de devenir. Puis à l'état du monde, c'est un peu comme... Ça autour de quoi tourne le livre. Ça, c'est votre deuxième livre, Vu d'ici. Oui. Qui est moi aussi un de mes préférés. Ah! Avec Après la vie littéraire. Je suis ravi. Là, ça parle plus de la banlieue, aussi de la tragédie de la banlieue, le monde qui s'effondre, les gens qui sont sur leur fauteuil à écouter la télé. Ça parle beaucoup de télévision. De la même manière qu'Album définissant, c'est qu'est-ce qui se passe dans la tête de quelqu'un qui est immobile pendant une période. Vu d'ici, c'est qu'est-ce qui se passe... où est-ce qu'on est quand on est devant la télé puis qu'on est dans les images? Qu'est-ce que existait devant la télé? Qu'est-ce que existait dans une banlieue? Qu'est-ce qui existait devant une espèce de confrontation entre l'état du monde à l'époque? Ça, c'est écrit à l'époque de la guerre au terrorisme, que c'était vraiment très intense, écouter la télé. Puis en même temps, en banlieue, il se passe absolument rien. Puis cette espèce de contraste-là, c'est ça qui me fascinait. J'ai marché le boulevard Taschereau pour vous, chers lecteurs. Puis je suis allé aussi au Carrefour Laval, puis je suis allé au Réno Dépôt, mais pas pour acheter. C'est vraiment tout à fait... Tu deviens l'étranger complet. Tu es tout à fait dépaysé. C'est vraiment... Mais c'est ça, hein, c'est qu'on lit vos livres, c'est très bon, puis à la fin, on ne sait pas de quoi ça parle. On s'en rappelle pas. On peut pas vraiment dire hey, « ça parle de ça », mais on a envie de dire « il faut lisez-le ». Mais oui, puis la vie littéraire, c'est une question posée à comment on fait pour vivre en littérature, mais pas seulement gagner sa vie, mais justement à une époque où on ne peut plus gagner sa vie. Qu'est-ce que c'est faire de la littérature? Pourquoi faire ça? T'sais? Puis j'ai connu plein de gens il y a 10-15 ans, quand je commençais à écrire, des gens qui voulaient être des professionnels de la littérature, puis pour qui il y avait une nette différence entre moi, je passe mes journées à écrire, puis le soir, je suis avec ma famille, où j'ai mes passe-temps, puis tout ça. Puis c'est ça qui est en train de disparaître. Les librairies ferment, les maisons d'édition font faillite, les subventions stagnent. Il n'y a plus de public, tout est désespéré, mais la littérature continue pareil, puis elle continue dans les petites communautés qui sont très vivantes, puis pour qui il n'y a pas de différence entre la littérature puis la vie. T'sais, les poètes, ils vont pas te demander c'est quoi le cachet quand tu les invites à lire à un événement. Ils vont juste venir parce que c'est ça qu'ils font, c'est ça qu'ils sont. Puis j'ai beaucoup plus d'affinité finalement avec ces gens-là qu'avec les professionnels de la littérature. Ce livre-ci est beaucoup plus axé sur la gratuité scolaire. Un peu moins le fun, mais peut-être un peu plus profond dans sa réflexion substantielle. Ouais. Vous y croyez à la gratuité scolaire? Est-ce que vous pensez vraiment qu'aujourd'hui, quelqu'un pourrait ne pas avoir accès aux études en raison du prix des études? Bien, ce qui est assez intéressant de constater, c'est qu'actuellement, au Québec, on a le système d'éducation postsecondaire le plus accessible en Amérique du Nord. Hein? Et est-ce qu'aujourd'hui, des gens
ne vont pas aux études pour des raisons socio-économiques. Ce que les études nous disent, notamment une étude de Statistique Canada, c'est que oui, les raisons financières sont une des raisons citées les plus souvent par les étudiants et les étudiantes lorsqu'ils et elles abandonnent les études. La peur de l'endettement, la peur de la précarité durant les études. C'est également une raison pour laquelle souvent les gens ne poursuivront pas au cycle supérieur. Puis, dans mon livre à moi, comme on dit, une société se porte mieux à tous les égards si elle s'assure que l'ensemble des citoyens et citoyennes peuvent avoir accès à l'éducation. Une société plus éduquée, ça me semble à tous les égards une meilleure société. Donc, c'est vraiment une vraie question pour vous. C'est pas que la question d'un étudiant parce que vous étiez aux études. On aurait pu penser ça de vous, que vous étiez là, président de l'association, que vous êtes mis à militer, mais c'est vraiment, vous avez fait des recherches, vous connaissez bien, dans l'article que vous avez écrit dans ce livre-là, vous connaissez très bien cette cause-là. Vous avez fait l'histoire de cette cause-là aussi. Oui, c'est ça. Dans le texte, en fait, que je rédige et qui ouvre le livre, je fais un peu une histoire politique de cette idée-là de la gratuité scolaire, plus largement de l'éducation publique et accessible au Québec. Et puis oui, bien évidemment, comme porte-parole, je m'étais intéressé à cet enjeu-là. J'avais lu beaucoup d'études, beaucoup de rapports. Et puis là, la rédaction de Libre d'apprendre a été un peu un prétexte pour revenir à ces documents-là. Par exemple, je suis retourné lire le rapport parent. Je suis retourné lire les plateformes des partis politiques en éducation depuis les années 60. J'ai refait ce travail-là pour rédiger le court texte, le texte d'introduction d'ouvrage. Puis surtout, j'ai lancé un appel. Je suis allé chercher des gens autour de moi, des gens de toutes les générations, puis des gens de tous les milieux, pour réfléchir avec moi sur cette idée-là. Donc, ça va de Normand Baillargeon à Micheline Langto, en passant par Fred Pellerin, Lise Payette, Francine Pelletier, des profs d'université, des artistes, toutes sortes de gens, des économistes qui ont accepté de réfléchir avec moi, chacun de leur perspective propre, à ce projet-là d'une éducation qui soit gratuite au sens général, c'est-à-dire pas seulement gratuite dans son prix, mais aussi gratuite dans son esprit, gratuite dans sa mission, c'est-à-dire une éducation qui soit libre puis qui soit critique. Comme dernière question, vous avez quand même réussi à interviewer pour ce livre-là Noam Chomsky. Oui. Qui est quand même un patron de cette question-là. Comment vous avez fait pour le rencontrer? En fait, M. Chomsky était en visite à Montréal il y a à peu près un an, en fait, exactement en novembre dernier, en novembre 2013, alors que je commençais la rédaction du livre. Et puis, il venait faire une conférence ici. Et on m'avait demandé de le présenter. On m'avait demandé, dans le fond, d'introduire M. Chomsky aux gens qui étaient à la conférence. Donc, j'avais un 15-20 minutes pour retracer son parcours intellectuel, faire part de ses grandes réalisations, évidemment lui lancer quelques fleurs pour l'introduire à la conférence. Et puis, il était à Montréal, donc on a eu l'occasion de discuter à ce moment-là. C'est un grand amateur de scotch, M. Chomsky, j'ai découvert ça, malgré son vénérable âge de 86 ans. Oui. Alors, on a partagé quelques scotch et puis on a discuté de l'avenir, des mouvements sociaux actuels. M. Chomsky, on peut être en désaccord avec lui à bien des égards. Je le suis d'ailleurs, moi aussi. Mais il reste que, comme intellectuel, il donne un bel exemple parce que c'est un intellectuel qui est très proche des mouvements sociaux. Il n'est pas dans sa tour d'ivoire, c'est un intellectuel qui va parler aux militants, aux militantes, qui va parler aux syndicalistes, qui est proche des mouvements sociaux, puis qui essaie de comprendre ce que ces gens-là font, puis qui essaie de le remettre dans le contexte. Donc, on a beaucoup discuté des mouvements sociaux. Et l'entretien donc que j'ai mené avec lui à ce moment-là, c'est plus sur la question de l'université, parce que lui, ça fait 50 ans qu'il est professeur au MIT. Oui. Donc, là, il a 86 ans, il a été embauché dans la trentaine, ça fait 50 ans qu'il est prof d'université. Donc, lui, l'université américaine, il en a vu à la fois l'âge d'or et il en vit en ce moment la déchéance. Et c'est... Mon Dieu, c'était grave. Ça faisait grave, oui, c'est grave. La déchéance. C'est bon, ça prend Mais et M. Chomsky, donc, je lui ai posé des questions vraiment en tant qu'intellectuel, mais surtout en tant qu'universitaire. Puis j'ai demandé, qu'est-ce que vous avez vu, vous, changer dans votre université? Comment la structure de l'université a changé? Comment le comportement de vos étudiants, de vos étudiantes a changé? Lui a vu de son vivant les frais de scolarité américains être multiplié par 10, par 15 selon les facultés dans son université. Et donc, il a vu, lui, l'impact de cette augmentation des frais de scolarité. Il me disait à l'époque où il est rentré à l'université, le MIT était gratuit. En fait, pour la plupart des gens qui s'y inscrivaient. Aujourd'hui, évidemment, c'est dans les universités les plus chères au monde. Et lui, il nous parle donc dans cet entretien-là, qui m'a fasciné vraiment, de la transformation que lui a remarquée dans son université. Puis j'ai trouvé ça intéressant de conclure le livre avec ça, parce que, évidemment, le modèle d'éducation américain, c'est le modèle qu'on nous vante constamment.
Surtout à MIT, là. On nous dit ces grandes universités-là, il faut prendre exemple, il faut faire comme eux. Et là, évidemment, M. Chomsky vient nous donner un témoignage tout inverse, c'est-à-dire que pour les quelques universités, en fait, les quelques départements des quelques universités dont on entend toujours parler comme étant la crème de la crème, il y a une crise profonde du système universitaire américain en ce moment. Puis je trouvais ça intéressant de finir avec ça pour dire, au lieu de toujours dire, un peu en paraphrasant Elvis Gratton, faisons comme les Américains, sont moins les Américains, essayons donc de trouver une manière de penser notre université québécoise selon nos valeurs, selon nos principes, selon notre culture. Moi, ça me semble plus intéressant puis plus motivant comme projet que faire, comme disait Fernand Dumont, un mauvais modèle réduit des grandes institutions autour de nous. Vous êtes un écrivain que je connais bien, j'ai lu presque tous vos livres. J'ai dévoré celui-ci aussi. Donc, c'est un livre, cette fois, où vous retracez les origines du christianisme. Oui, enfin, c'est-à-dire... ce que je veux préciser, c'est que ce livre n'est pas du tout une vie de Jésus. De vie de Jésus, il y en a énormément. Mais ça commence, disons, une vingtaine d'années après sa mort. Et c'est plutôt un récit sur, au fond, sur ce qu'il est advenu du petit groupe de gens qui ont cru à sa résurrection, et en particulier des figures les plus connues du Nouveau Testament, qui est l'apôtre Paul, et aussi d'une figure moins importante, qui est l'évangéliste Luc, qui était un compagnon de Paul, et c'est donc en suivant ces deux personnages, disons, qu'on traverse un petit peu toute cette période du Nouveau Testament, qui, si on y réfléchit, est quand même une période assez courte. Hein. Vous voyez, autant ce qu'on appelle l'Ancien Testament, la Bible hébraïque, ça s'étale sur 1000 ans, quoi, avec énormément de rédacteurs, dans des styles littéraires complètement différents, tout ça. Autant le Nouveau Testament, en dehors du fait que c'est plus court, ça a été écrit à 10 ans près ou 20 ans près, mais disons sur une quarantaine ou une cinquantaine d'années, quoi. Les premiers textes du Nouveau Testament, c'est la première des lettres de Paul qui date approximativement de 50 après Jésus-Christ, c'est-à-dire, disons, même pas 20 ans après sa mort. Et ça se termine, je sais pas, on peut dire l'évangile de Jean, ça doit dater du début du IIe siècle. C'est une période, au fond, c'est une génération ou deux. C'est des gens qui se sont connus, qui se sont croisés, qui se sont côtoyés. Et un des objets de ce livre était de rendre ces figures-là, vous voyez, qui sont des figures un peu figées, des figures de saints de vitrail avec des auréoles sur la tête. Ces gens qu'on appelle Saint Paul, Saint Pierre, Saint Jean, etc., c'est de peindre le temps où personne ne songeait encore qu'ils soient des saints, et même cette notion n'existait pas, mais où c'était des hommes avec des passions, des faiblesses, des rivalités, des querelles, d'essayer de raconter ça, voilà, et d'essayer de raconter dans quelles conditions, c'est un des sujets du livre, au fond, dans quelles conditions a pu s'écrire, enfin, un évangile, un de ces 4 petits textes, malgré tout si important pour notre civilisation, qui était l'un des types qui ont écrit un de ces textes, dans quel cadre matériel et mental est-ce qu'il vivait, d'où est-ce qu'il sort ce qu'il raconte, est-ce qu'il a enquêté, des choses comme ça. Voilà, c'est ça que j'ai essayé de raconter. Comment vous l'expliquez personnellement, dans votre histoire personnelle? Qu'est-ce qui vous est arrivé tout à coup pour décider de croire et peut-être et sans douter, en fait, même? Est-ce que vous aviez des problèmes personnels? Oui, j'avais des problèmes personnels, comme on dit. J'allais extrêmement mal. Et à ce moment-là, disons que je cherchais une planche de salut, quelque chose qui donnerait sens à une vie qui me paraissait entièrement se déliter. Et pour diverses raisons, puisqu'il y a toujours ensuite des chemins qui sont racontés dans ce livre, je me suis tourné vers l'évangile, vers la foi chrétienne, tout ça. Et donc aussi, ça répond un peu à votre question précédente. L'acuité de cette foi a diminué à mesure que que les affaires commençaient à aller un peu mieux, et notamment que j'étais de nouveau capable d'écrire, puisque c'était une des choses dont j'étais devenu absolument incapable. Voilà. Quelles furent vos principales influences littéraires? Quel auteur a marqué votre œuvre, que ce soit par ses idées ou par la force de sa plume? Énormément d'écrivains. Mais il y en a un dont j'ai envie de parler ici. Ça pourrait être d'autres, hein.
C'est le romancier de science-fiction Philippe K. Dick, à qui j'ai consacré une biographie il y a maintenant 20 ans, et au fond qui est très très présent dans ce livre, parce que c'est encore un de ces rapprochements dont vous parliez. Quand je parle de l'apôtre Paul, je le rapproche souvent de la figure de Dick, et c'est pas un rapprochement gratuit. Et au fond, il y a dans la doctrine chrétienne, dans son extraordinaire étrangeté, quelque chose qui n'est pas si éloigné de récits de science-fiction aussi a priori débridés que ceux de quelqu'un comme Dick.